Bonsoir Myriam Revaud-Dallon. Nous sommes vraiment très honorés et heureux de vous accueillir sur cette scène du Centre Rabelais ce soir. C'est un grand honneur que vous nous faites en ayant accepté l'invitation de la ville de Montpellier et de l'Agora. Je rappellerai brièvement que vous êtes une des grandes voix, une des grandes figures de la philosophie politique en France et à travers le monde, évidemment. Vous êtes l'autrice d'une œuvre importante, essentiellement éditée en France aux éditions du Seuil. D'ailleurs, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la parution il y a quelques mois de Passion publique, votre nouvel essai, toujours aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées. Quelques mots quand même pour rappeler que vous êtes professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études et que vous avez commencé vos recherches, me semble-t-il, en étudiant la Révolution française et la question de la terreur. Vous n'avez cessé tout au long de ce parcours de recherche et d'enseignement d'étudier, de creuser, de dialoguer avec des œuvres de figures importantes de la pensée du siècle passé. Je pense évidemment à Hannah Arendt, si importante pour vous, Merleau-Ponty, mais aussi des penseurs français comme Castoriadis, Claude Lefort, ou même Paul Ricoeur qui était présent dans cette même salle il y a une bonne vingtaine d'années de cela. Et puis plus récemment, vos travaux ont interrogé des notions, les notions de crise, les notions de représentation, la question aussi du temps, de la temporalité en politique, et puis surtout celle qui va nous permettre de dire quelques mots de Passion publique et que vous allez aborder ce soir, la question des affects politiques, la question des émotions politiques, la place des passions. Alors, faut-il, face à ce que certains qualifient d'empire des émotions, certaines voix s'élèvent pour dénoncer un empire des émotions, faut-il nous arc-bouter uniquement sur la seule raison et abandonner les émotions au populisme? La raison publique ne doit-elle s'exercer que dans le silence des passions ? Vous nous dites plutôt le contraire. Quand on lit votre essai Passion publique, on comprend que les affects, que les sensibilités collectives jouent un rôle essentiel dans l'élaboration du lien social, et particulièrement aujourd'hui au cœur des mouvements récents, des nouvelles formes de mobilisation. On ne peut comprendre ces nouvelles formes de mobilisation politique que si on prend au sérieux cette question des affects. Alors, comment mieux articuler affect et raison politique, comment mettre ces affects au service de dynamiques véritablement démocratiques, comment ne pas laisser le champ libre aux passions tristes que sont le ressentiment et la haine, comment enfin échapper au phénomène massif de ce que vous appelez la polarisation affective. J'imagine que vous y reviendrez lors de votre exposé, cette polarisation qui nous sépare les uns des autres et qui empêche toute forme de débat public. Voilà autant de questions qu'il nous pensait essentiel de poser, alors même que nous sommes à 4 jours d'un nouveau grand scrutin politique, un moment important de notre vie démocratique en France. Et il nous paraissait évidemment aussi également essentiel de nous mettre à votre écoute et d'écouter les réponses que vous voudrez bien y apporter ou en tout cas esquisser lors de l'exposé que vous allez maintenant nous faire. Je vous remercie encore très chaleureusement. Moi aussi, je vous remercie beaucoup à la fois de votre invitation et de la pertinence de votre introduction qui va me permettre de rentrer directement, je dirais, au fond du problème. Alors, juste un petit mot au début pour préciser, ou pour expliciter le fait que que le terme de passion publique peut paraître un peu étrange. D'ailleurs, quand j'ai trouvé ce titre, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que je voulais pas que ce soit passion politique, parce que justement, on comprend très bien dans quelle direction on va s'engager quand on se met à parler de passion politique. Alors, j'ai cherché s'il y avait d'autres occurrences de l'expression passion publique, une fois que j'ai trouvé le titre. Et il n'y en a aucune.
sauf une référence à une chanson, je crois, de Julien Clerc, et qui justement s'appelle, je crois, passion ou passion privée et comment dire au fond, émotion publique ou quelque chose comme ça. Donc voilà, effectivement, c'est un titre qui peut paraître un peu insolite parce que le mot de passion paraît étranger au domaine public, et quand on parle de passion politique ou de passion collective, ce qui est une expression assez courante, eh bien l'idée c'est toujours de se demander comment on va les gérer, ou comment on va les domestiquer, ou comment on va les canaliser, ces passions, qui sont un facteur de désordre, ou un supposé facteur de désordre, pour qu'elles n'empêchent pas la rationalité politique de fonctionner. Donc on envisage les passions dans le domaine politique comme quelque chose qui vient perturber ou qui vient entraver la bonne organisation politique rationnelle de la cité. Alors, il y a sur ce sujet une immense littérature. Tous les penseurs de la politique ont réfléchi sur cette question, sur ce que j'appellerais en général la gestion des passions politiques, qui est supposée s'opposer à la raison. Alors ce n'est pas vraiment la perspective qui est la mienne, parce que je tente plutôt de défaire ou de déconstruire cette opposition radicale entre la raison politique, c'est-à-dire la raison publique, et le registre des passions, de la vie affective, ou comme on dit maintenant, des émotions. Ce n'est pas du tout pour faire l'apologie des passions et des affects contre la raison, mais c'est pour penser une autre manière de les articuler, pour envisager un autre mode de relation que cette opposition pure et simple. Je ne m'intéresserai ici évidemment qu'au domaine public, publico-politique, ce qui est déjà considérable, et il ne sera pas question de la raison ou de la rationalité en général face aux sensibles. Et donc il ne s'agit pas du tout d'une question théorique ou générale ou abstraite, mais d'une question d'actualité que je vais traiter de manière tout à fait différente de ce qu'on entend aujourd'hui un peu partout sur le triomphe, sur l'empire ou sur la tyrannie des émotions, la tyrannie du ressenti. Vous savez que c'est un leitmotiv hyper présent dans les médias que de parler de la dictature des émotions qui font obstacle à l'argumentation rationnelle, qui entrave le discernement, les capacités de jugement et d'analyse, et qui, d'une certaine façon, facilitée par l'emballement médiatique, par la propagation par le biais des réseaux sociaux, les émotions emportent tout sur leur passage, à commencer par les conditions mêmes du débat public. Alors, ce n'est pas formulé de cette façon, ce n'est pas inexact, mais ce que je voudrais ici poser, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe. Si on considère, par exemple, l'attention portée depuis quelque temps aux sensibilités collectives, au pluriel, notamment par les sciences humaines et sociales. Les ressorts affectifs de la vie sociale et politique sont aujourd'hui l'objet d'un grand intérêt de la part des historiens, des sociologues et même des politistes. Il existe par exemple une revue très intéressante qui s'appelle Sensibilité, au pluriel, la revue Sensibilité, et qui s'attache précisément à analyser
le rôle des affects, des sentiments, des émotions dans la vie sociale et politique. Pourquoi est-ce qu'il faut, au fond, aborder cette perspective? Parce que leur expression ouvre, je dirais, un champ nouveau, non seulement à l'érudition, non seulement aux recherches des historiens, mais aussi à la compréhension du présent et à la compréhension d'un certain nombre de phénomènes que nous ne pouvons plus appréhender par des catégories traditionnelles. Alors il y a un article d'un très grand historien qui s'appelle Lucien Febvre, qui est le fondateur de l'école des Annales. Cet article date de 1941 et dans cet article, Lucien Febvre invite à considérer, je cite, le tout de la vie affective et de ses manifestations comme un élément fondamental de l'existence collective. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi bien des sensations, des sentiments, des émotions que des passions. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu revenir sur cette idée donc très présente dans l'air du temps d'une tyrannie ou d'une dictature des émotions qui interdirait l'exercice de la raison politique. J'ai voulu déconstruire, au sens strict du terme, cette opposition pour montrer qu'en réalité, les ressorts affectifs de la vie sociale et politique non seulement influencent les choix politiques ou le mode de vie dans la cité, mais qu'il joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la vie collective, dans l'élaboration de l'existence collective. Et c'est une question qu'on est obligé de se poser avec l'irruption dans notre actualité d'un certain nombre d'événements, comme l'épisode, j'en cite quelques-uns, mais on pourrait en ajouter bien d'autres, l'épisode des Gilets jaunes, Black Lives Matter ou MeToo, par exemple. Alors, pourquoi? Parce que ces événements ont révélé une transformation extrêmement profonde des revendications et des protestations collectives où le vécu occupe une place centrale. Par exemple, face aux manifestations, à l'épisode des Gilets jaunes, les catégories traditionnelles de l'analyse se sont trouvées, d'une certaine façon, inopérantes. Que ce soit l'analyse par les classes, l'explication par les classes, par les catégories socio-professionnelles, par les orientations politiques, aucune explication n'était en tant que telle satisfaisante, parce que ce mouvement a mêlé des registres apparemment incompatibles, a rassemblé les contraires. On ne cessait de se demander si c'était d'extrême gauche, d'extrême droite, inclassable, et a donné lieu aux interprétations les plus opposées. Or, le dénominateur commun de cet épisode, ce sont les affects. Le sentiment d'être méprisé, l'humiliation, puis, à certains moments, l'expérience concrète des rassemblements, par exemple autour des ronds-points, des gens qui disaient que c'était la première fois qu'ils pouvaient échanger avec d'autres. C'était une expérience. Bon. Et enfin, le ressentiment, la frustration et la violence issues de l'échec du mouvement, avec toutes les dérives qui ont pu en découler. Donc, nous sommes en présence d'une mutation très profonde des revendications et des protestations collectives où les sensibilités occupent désormais une place capitale. Alors, je voudrais quand même rappeler que dès les années 80, certains penseurs
avait porté attention à ces transformations, à ces inflexions inédites. Je pense par exemple à Michel Foucault, qui insistait sur le fait qu'un certain nombre de luttes sur l'homosexualité, les prisons par exemple, qu'un certain nombre de luttes ne s'opposaient pas tant à des formes traditionnelles de domination et d'exploitation, dans le cadre, par exemple, de revendications économiques ou de la lutte des classes, mais qu'elle s'opposait à ce qu'il appelait des formes d'assujettissement ou des formes de soumission de la subjectivité. Et à peu près au même moment, un grand penseur politique que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est Claude Lefort, et qui, pour moi, est une référence extrêmement importante, évoquait lui aussi le changement des modes de revendication, des modes de contestation qui se faisaient jour dans la société avec des modalités extrêmement différentes. Elles étaient disséminées, elles ne duraient pas forcément très longtemps, elles étaient transversales et elles avaient des objets extrêmement divers que jusqu'à présent on n'avait pas fait rentrer dans le registre de la vie publique, la famille, la sexualité, la justice, et dès les années 80, la protection de la nature. On disait à ce moment-là, la protection de la nature et pas encore l'environnement. Et donc tout cela, ça conduisait quand même à penser le rapport de ces expressions vécues et de ces revendications à la rationalité politique, sans oublier les nombreuses analyses qui ont été menées sur la question de la reconnaissance, de la question de la demande de reconnaissance comme objet qui vient au premier plan des revendications sociales, tel que, par exemple, je pense à un penseur comme Axel Honneth, qui a écrit un livre qui s'appelle « La société du mépris », et qui a beaucoup travaillé sur cette question de la reconnaissance. Et donc, c'est l'importance de ces affects qui sont liés à un certain nombre de demandes sociales. Par exemple, la question de l'humiliation, la question de ce que c'est qu'une société décente. Ça, c'est très intéressant, comme qu'est-ce que c'est qu'une société décente, et en général, tout ce qui a trait aux sensibilités. Donc, la question qui est la mienne, c'est la suivante. Quelle relation cette émergence des subjectivités, du vécu au sein des mouvements collectifs, quelle relation est-ce que ces mouvements inédits entretiennent avec la raison publique? Comment est-ce qu'elles peuvent s'articuler avec la rationalité politique? Est-ce que la mise en avant de protestations et de revendications qui sont habitées par l'expérience vécue est étrangère au registre de la raison, ou bien est-ce qu'elle peut être partie prenante d'une raison que Merleau-Ponty, par exemple, appelait une raison élargie, c'est-à-dire une raison qui, loin de se tenir à l'écart du sensible, ne se réduit pas à la cohérence des démonstrations, aux démarches instrumentales et encore moins aux modalités procédurales ou gestionnaires qui voudraient ordonner les sociétés politiques. Je déplace donc la question traditionnelle. La question traditionnelle, c'est comment gouverner ou gérer ou instrumentaliser les passions pour qu'elles se soumettent d'une certaine façon à la rationalité politique. Ma question, c'est à quelles conditions
les émotions, enfin, ou les affects en général, parce que je prends le parti de ne pas distinguer les modalités, à quelles conditions les composantes de la sensibilité peuvent nourrir la démocratie. À quelles conditions elles peuvent, d'une certaine façon, être le socle sensible d'une démocratie qui est une démocratie vivante. Donc, je n'analyse pas tellement l'usage, je ne parle pas de l'usage politique des émotions ou des passions, mais j'essaye d'aborder, à la lumière au fond, des événements présents, les conditions sous lesquelles elles peuvent travailler à la construction d'un monde commun. Parce que le terme même d'usage des émotions, ça laisse entendre qu'elles nécessitent d'être gérées, qu'elles nécessitent d'être instrumentalisées par une rationalité politique ou, disons, par l'organisation d'un pouvoir. Or, le problème, c'est plutôt, et c'est aussi une question extrêmement, c'est pas simplement une question théorique, c'est une question éminemment actuelle. La question, c'est plutôt de se demander comment ces affects, qui sont le socle sensible du vivre ensemble ou du vivre en commun, comment ils peuvent soutenir la raison publique. Et je rappelle ici la magnifique phrase de Jean-Jacques Rousseau, « La raison publique ne peut pas s'exercer dans le silence des passions ». Et c'est l'auteur du contrat social, c'est-à-dire d'un édifice juridico-politique qui soutient, je dirais, la démocratie moderne, c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'écrit. Autrement dit, la raison publique ne peut pas se contenter, politiquement parlant, d'être une raison abstraite, une raison instrumentale, encore moins une raison gestionnaire. C'est-à-dire une raison gestionnaire qui soumet, je dirais, au fond, l'organisation politique à un critère fondamental qui est celui de l'efficacité. Alors, avant d'en venir au problème actuel, je voudrais faire un petit détour par l'histoire intellectuelle de cette opposition entre raison et passion, ou entre raison, émotion, raison, affectivité. Parce que pour réfléchir à notre présent, il est très souvent, il est même nécessaire, souvent de raviver des traditions de pensée, non pas du tout pour en faire un argument d'autorité, mais au contraire pour y puiser, je dirais, des ressources inexplorées. Et je me contenterai ici de rappeler deux références essentielles. La première, c'est la référence à la raison grecque, à la raison antique. Dès sa naissance, chez les Grecs, la pensée politique n'a jamais occulté la présence du sensible et des affects dans la vie publique. Le logos grec, la raison, signifie à la fois raison, discours et parole. Et ce logos, il naît avec la cité démocratique, c'est-à-dire il naît avec l'élaboration d'une vie en commun, il s'enracine dans une expérience collective, celle de la cité démocratique, il s'enracine dans l'élaboration d'une vie en commun, dans une expérience collective, et il met en jeu des relations entre des êtres sensibles. C'est-à-dire que ce n'est pas une rationalité abstraite, le logos implique aussi des visées éthiques et politiques qui sont liées aux exigences de l'action. Donc, le logos est inséparable d'une expérience concrète, sociale et politique. Et le problème des Grecs, c'est effectivement d'accorder les conditions d'une existence collective raisonnable à la part irréductible des affects.
Et cette préoccupation est au centre de la pensée antique. Par exemple, Aristote ne cherche pas à expurger ou à subordonner définitivement les émotions à la raison, mais il veut les inscrire au sein même de la délibération collective. C'est-à-dire que la délibération collective, elle n'est pas le fait d'être d'unités abstraites qui ne font que, au fond, argumenter de manière rationnelle. On argumente de manière rationnelle sur un support sensible, et d'ailleurs c'est le texte même d'Aristote, la grande définition qui dit que l'homme est un vivant politique doué de raison. L'homme c'est la définition, est un être politique, un vivant politique doué de logos, c'est-à-dire de raison, de discours et de parole, est aussi, dit Aristote un peu plus loin, un être qui éprouve, c'est-à-dire un être doué de ce que les Grecs appelaient le pathos. Et le pathos, c'est pas du tout le pathétique. Le pathos, chez les Grecs, c'est tout ce que les hommes éprouvent, tout ce qu'ils ressentent. Et la communauté politique, dont il dit qu'elle est fondée sur le raisonnable, sur la délibération raisonnable, elle est aussi, selon lui, d'essence affective. C'est-à-dire, elle ne va pas... la meilleure manière de traduire le pathos grec, c'est de dire c'est un éprouvé avec, ou c'est un éprouvé ensemble. C'est donc une conception moderne de la raison instrumentale, de la raison scientifique, qui a peu à peu installé aussi l'idée d'une dichotomie entre les deux. Et en particulier, dans le domaine politique, c'est une rationalité de type gestionnaire qui a réduit la démocratie à un ensemble de procédures formelles, à des modalités d'organisation et de répartition du pouvoir, à un système juridico-politique, c'est-à-dire caractérisé par des modalités organisationnelles, alors que la société démocratique, elle est aussi une forme de vie. Une forme de vie, un mode d'existence qui engage des expériences concrètes. Lorsque Tocqueville, par exemple, qui est un grand théoricien de la démocratie libérale, de la démocratie en Amérique, quand il insiste sur le fait que la démocratie moderne est, je le cite, une forme de société, c'est son expression, une forme de société, il veut dire que cela implique des manières de vivre ensemble, ce qu'on appellerait en anglais « a way of life », des mœurs communes, pour parler le vocabulaire du XVIIIe siècle, celui de Montesquieu ou de Rousseau, ou encore un ethos. Et donc, je pense que rappeler l'assise sensible sur laquelle repose, par exemple, la démocratie moderne, nous aide à comprendre ses dérives et ses dévoiements. Par exemple, nous aide à comprendre que la démocratie ne relève pas d'un ensemble de procédures gestionnaires, notamment que la démocratie ou qu'une société politique ne fonctionne pas comme une entreprise, et que, je dirais, les considérations d'efficacité ou la rationalité calculante, ça ne... ce n'est pas le tout d'une société politique. Alors le deuxième rappel dans la tradition philosophique, qui nous offre aussi une clé de lecture pour aborder le problème, c'est Rousseau. Pourquoi Rousseau ? Parce qu'au moment où les philosophes des Lumières mettent en avant la raison pour combattre
le dogmatisme religieux, le pouvoir de la monarchie absolue, l'autorité d'un savoir hérité de la tradition, l'autorité d'un savoir qui est soustrait à la critique, eh bien, il s'interroge aussi sur les nouvelles formes que doivent prendre les sociétés politiques qui échappent en quelque sorte à ces modalités de soumission. Et leur question engage celle des passions, ce qu'ils appellent les passions politiques, les mœurs, les manières de vivre ensemble, les sensibilités. Et justement, pour rappeler la phrase de Rousseau, quand Rousseau se demande comment peut se constituer une véritable raison publique, ça c'est le terme de Rousseau, il ne parle pas de raison politique, mais de raison publique, eh bien, il répond effectivement qu'elle ne peut pas s'exercer dans le silence des passions parce que l'homme est un être sensible et que la volonté générale est avant tout la volonté commune qui s'élabore en commun et qui, en s'élaborant en commun, requiert la participation des affects. Alors évidemment, pas n'importe lesquels, déjà chez Rousseau, puisque vous avez parlé des passions tristes, il s'agit des affects qui augmentent la puissance d'agir collective et qui sont, c'est très intéressant, pour reprendre le terme de Rousseau, j'utilise son vocabulaire, des affects expansifs, c'est-à-dire des affects qui élargissent, des affects expansifs. Alors les exemples qu'il donne sont des exemples évidemment historiquement datés, la passion de la liberté, celle de l'égalité, l'amour de la patrie, la préférence donnée aux affaires publiques sur les intérêts privés. Mais ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir à cet adjectif expansif, c'est-à-dire qui élargit et non pas qui resserre et qui rétrécit. Donc la raison publique, ce n'est pas une raison abstraite, c'est purement juridico-politique, et on aurait tout à fait tort de penser que le contrat social n'a pas besoin pour se réaliser, pour devenir opératoire, pour se constituer d'un socle affectif. Ça veut dire que Rousseau interroge la construction d'un pouvoir en commun à partir du sensible, à partir du vécu. Et ce qui est très intéressant, là aussi le mot est important, parce que je vais pouvoir le réutiliser pour analyser les phénomènes actuels, c'est par un processus de généralisation. C'est le mot de Rousseau. C'est par un processus de généralisation, on dirait maintenant de co-construction de la raison et des passions ou des sentiments, que se constitue, selon lui, la raison politique, ou, comme on dirait dans le vocabulaire d'aujourd'hui, que des mobilisations citoyennes peuvent, à certaines conditions, participer à la dynamique démocratique. Alors, comme je reviens à l'actualité, comme je le rappelais au début de mon intervention, nombre de mouvements actuels, je les cite dans le désordre et sans prononcer le moindre jugement de valeur, Nuit debout, les Gilets jaunes, Occupy Wall Street, participants des subjectivités collectives, ont récemment investi l'espace public en dehors des procédures formelles déjà instituées, c'est-à-dire en dehors de ce que de la forme traditionnelle que prennent en dehors des syndicats, en dehors des partis, en dehors de toutes les médiations traditionnelles qui servent d'une certaine façon, qui servent de médiation pour l'expression des revendications. Alors, nombre de ces mouvements n'ont pas abouti
faute effectivement d'inscription véritable dans la politique institutionnelle, ou parce que leurs propositions étaient souvent flottantes ou contradictoires ou brumeuses, mais d'une certaine façon, ils ont laissé une trace. Et ils ont laissé une trace en faisant émerger un certain nombre de problèmes inédits dans la conscience collective, un certain nombre de problèmes nouveaux, et surtout un sentiment d'appartenance au commun. Alors l'exemple le plus significatif, et sur lequel je reviendrai, c'est évidemment l'exemple de MeToo. C'est-à-dire que des témoignages vécus, des récits de vie se sont multipliés et se sont diffusés de manière imprévue en tissant un nous collectif. Et en tissant un nous collectif par un processus de généralisation tel que l'avait précisément décrit Rousseau. Et ce processus de généralisation a contribué à faire reconnaître le problème de la domination masculine comme un problème politique majeur. Françoise Héritier disait déjà, il y a déjà plusieurs décennies, que le problème de la domination masculine était peut-être le problème politique majeur. C'est-à-dire qu'il s'agit de porter, si vous voulez, au jour comme problème politique, et pas simplement comme violence subie, mais comme un problème politique à résoudre. C'est donc exactement ce processus de généralisation qui constitue la volonté commune, telle que Rousseau l'avait analysée, et cette expérience est un très bon exemple de la dynamique affective qui soutient la démocratie en faisant émerger un problème qui est un problème majeur pour la démocratie et que la démocratie doit résoudre. Alors je pense que nous devons être d'autant plus attentifs à ces expressions que les processus de rationalisation instrumentale, économique, managériale, ont investi nos sociétés contemporaines et que la rationalité procédurale qui caractérise, dit-on souvent, les sociétés démocratiques, elle a fait oublier que la démocratie est aussi un régime d'existence, une manière de nouer des rapports avec le pouvoir, mais aussi entre les citoyens, ce que j'appellerais une mise en sens, et pas simplement une mise en forme. Vous voyez la différence, c'est une mise en sens, et pas seulement une mise en sens. Par exemple, si je prends la chose du côté inverse, on ne dira jamais assez que les attaques qui sont portées à l'encontre de l'état de droit, l'égalité des citoyens devant la loi, l'équilibre des pouvoirs, le respect de la hiérarchie des normes, contribuent aussi, ces attaques, à l'affaissement de son assise sensible, c'est-à-dire à l'affaissement du mode d'existence à la fois individuel et collectif. Je pense que c'est en nous défaisant de l'idée d'une raison politique calculante et gestionnaire que nous pouvons affronter les difficultés de l'actuel retour en force des affects. On a oublié que l'émotion a des résonances politiques de par son étymologie elle-même. On a oublié que, étymologiquement, émotion est de la même racine que émeute. Et que le mot est-moi, enfin, dans le vieux français, émoi, ça signifie un soulèvement populaire au XVIIe siècle. On en trouve des traces
par exemple chez Nicomède, dans Nicomède de Corneille, dans la littérature du XVIIIe, c'est-à-dire c'est un trouble populaire qui risque de désorganiser l'ordre social. Alors, il y a certainement une connotation qui fait dire que quand on oppose la raison et les émotions, quand on parle de la tyrannie des émotions ou de la dictature des émotions, il y a un risque de désorganisation de l'ordre social. Alors, j'ai dit qu'il y avait ici un problème réel, mais qu'il fallait le poser autrement, c'est-à-dire se demander à quelles conditions à quelles conditions ce registre affectif peut soutenir l'organisation démocratique. Donc, ce qui s'oppose à la raison, ce n'est pas, ce qui s'oppose à la raison, ce n'est pas la sensibilité, mais c'est l'insensibilité. C'est-à-dire que comme le disait Hannah Arendt, la raison elle est menacée par deux écueils extrêmes. D'un côté, l'insensibilité et de l'autre côté, l'hypertrophie émotionnelle, la sentimentalité, etc. Alors, quelles sont les questions je ne sais plus, j'ai encore un peu de temps. Alors, quelles sont les questions cruciales qui se pose aujourd'hui à partir de cette espèce de mise en place. Donc d'abord, dans la confusion extrême qui triomphe aujourd'hui, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles toutes ces demandes de reconnaissance, ces nouvelles aspirations collectives qui émanent de l'univers des sensibilités, peuvent être un ressort de la raison publique, un ressort au sens où Montesquieu parlait du ressort des sociétés politiques. Et par ressort, il entendait passion. Il voulait parler des passions. Et dans quelle mesure ces aspirations collectives peuvent participer à l'élaboration du commun. Alors j'ai dit tout à l'heure que leur portée politique effective apparaît comme quand des expressions, des mouvements parviennent, en partant d'expériences vécues, à entrer ou à les faire entrer dans la généralité du social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire rentrer des exigences qu'on reconnaîtra comme des exigences politiques à part entière. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut les qualifier de passion publique. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut donner l'exemple de MeToo. J'en donnerai un autre tout à l'heure, mais il est très récent et donc je ne l'avais pas pu le mobiliser au moment où j'ai écrit le livre. Mais le problème, c'est que toutes ces expressions et tous ces mouvements ne parviennent pas à opérer ce processus de généralisation. Je reprends l'exemple des Gilets jaunes, qui a été porté par des sentiments d'injustice, de colère, qui n'a pas réussi à trouver une issue institutionnelle. Pour plusieurs raisons. D'abord, le caractère extrêmement hétérogène, confus, des protestations, des mots d'ordre, et aussi parce que les Gilets jaunes ont refusé toute forme d'organisation par crainte d'une récupération. Et c'est ce caractère, je dirais, informe qui a fait obstacle aussi à sa généralisation ou à son inscription dans la généralité du social. Mais le mouvement a pu exprimer par moments, donc comme je l'ai dit, un sentiment d'appartenance au commun, et surtout, il a été à l'origine d'un certain nombre d'initiatives qui auraient pu être des initiatives intéressantes, les cahiers de doléances, le grand débat ou la Convention citoyenne pour le climat. Et à cet égard, le pouvoir a une énorme responsabilité. Il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a la rencontre des Gilets jaunes et du pouvoir qui a une énorme responsabilité dans cet échec, par son attitude condescendante, c'est une litote,
et la façon dont il a étouffé tout ce qui aurait pu ensuite inscrire ces expériences dans la vie politique. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces initiatives, je veux dire, le comportement du pouvoir a renforcé le sentiment de dépossession démocratique et a renforcé la frustration. Donc, il ne faut pas oublier que le sentiment d'humiliation ou l'absence de considération sont des moteurs extrêmement puissants qui, lorsqu'ils n'arrivent pas à se transformer, à se muer en affirmation positive, conduisent au ressentiment et à la haine, chacun se repliant sur ce que Spinoza appelle les passions tristes, qui diminuent la puissance d'agir. Et précisément, ça n'a pas été le cas d'un mouvement comme MeToo, qui a réussi à opérer ce processus de généralisation qui constitue la volonté commune. C'est-à-dire que, pour le dire très concrètement, MeToo a réussi à élargir le problème de la violence faite aux femmes. Quand on l'énonce comme ça, ce n'est pas forcément un problème politique. Il a élargi le problème de la violence faite aux femmes et il a fait rentrer dans le périmètre des affaires publiques ce problème politique qu'est la domination masculine. Et on l'a vu, le procès des viols de Mazan a véritablement confirmé cette inscription dans la sphère publique démocratique. Alors, la question, c'est la question fondamentale, c'est de savoir à quelles conditions les revendications enracinées dans cette sensibilité fondamentale qui est avant tout la sensibilité au juste et à l'injuste. Comment est-ce qu'elles peuvent rencontrer des institutions qui leur fassent droit et qui leur permettent de se transformer positivement en puissance d'agir collective. C'est-à-dire, par exemple, comment les colères peuvent-elles devenir un élément d'une véritable dynamique démocratique. Il faut ici rappeler ce que disait Aristote de la colère et de l'indignation. Pour Aristote, la colère et l'indignation ne relèvent pas de la psychologie quand il s'agit du registre de l'existence collective. La colère et l'indignation, dit Aristote, sont virtuellement des affects politiques parce qu'elles sont liées au sens de la justice et de l'injustice. La colère et l'indignation devant l'injustice ou devant l'inégale dignité sont des ressorts fondamentaux de l'existence publique. Et par exemple, l'indignation telle qu'elle est analysée par Aristote est particulièrement significative. Parce que Aristote dit que l'indignation, par exemple devant le tort qui est causé à quelqu'un ou devant une injustice, présuppose l'absence de tout intérêt personnel et implique avant tout la considération du prochain. Je cite Aristote, « Elle est éprouvée par celui qui, à la fois, se trouve mériter les plus grands biens et qui les possède. » C'est-à-dire que l'indignation, elle est éprouvée par celui qui ne souffre pas lui-même de l'injustice, mais qui n'accepte pas que ses semblables en soient victimes. Et donc, on voit bien dans ce cas que le sens de la justice et de l'injustice n'a pas sa source dans une blessure personnelle, mais qu'il s'enracine dans la sensibilité à l'égard de l'autre. Autrement dit, on n'est pas très loin de ce processus de généralisation
dont parlait Rousseau. Donc, il y a ici un rapport primordial à l'altérité, à l'autre, à travers la conscience de l'inégalité et de l'injustice, et qui est encore avivé au fait que l'indignation manifeste aussi la sollicitude à l'égard de l'autre qu'on reconnaît comme notre semblable, même s'il ne nous ressemble pas. Parce que la reconnaissance du semblable, ce n'est pas la reconnaissance de celui qui nous ressemble. Donc, si la colère et l'indignation sont des virtualités politiques, c'est parce qu'elles sont aussi le signe de l'imagination du semblable. Par exemple, Aristote dit celui qui se met en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite, cet homme-là, dit Aristote, obtient notre approbation. Je cite, « Il ne peut être qualifié de violent, il n'est pas le jouet de la passion, mais il obéit aux ordres, je cite, mais il obéit aux ordres de la raison, et dans la mesure que veut la raison, il se permet la colère dans les circonstances et durant le temps que cette raison approuve. Supporter sans riposte l'outrage, voir avec indifférence les siens outragés, c'est montrer une âme servile. » Fin de citation. Donc, être inaccessible à la colère, n'être affligé par rien, être dépourvu de sensibilité ne convient pas à des êtres libres qui partagent et qui habitent un monde commun. Alors, évidemment, il y a aujourd'hui de très nombreuses situations où les ressentis d'injustice, d'abandon, d'humiliation sont captés et instrumentalisés par les populismes qui en font, je dirais, des éléments d'antagonisme et de clôture, par opposition au mouvement de généralisation ou aux passions expansives. D'autant que nous sommes aujourd'hui confrontés à une production massive d'affects qui sont véhiculés et amplifiés par les réseaux sociaux et qui sont davantage destinés à renforcer les croyances déjà établies, les préjugés enracinés, les opinions préalables. Alors, ce qu'on appelle la polarisation affective, qui est tant exploitée par les populismes, transforme aujourd'hui le conflit démocratique, c'est-à-dire l'expression des divergences et la construction du monde commun à travers l'élaboration des conflits, en une fragmentation d'opinions et de sentiments qui sont jugés impartageables parce qu'on dit que ça engage des visions du monde incompatibles, des clivages entre guillemets existentiels. C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, ça veut dire très concrètement cette polarisation affective, ça veut dire qu'on accorde un soutien absolument empathique et inconditionnel au même, c'est-à-dire à celui qui nous ressemble, et qu'une radicale décision d'hostilité régit le rapport à l'autre ou à l'étranger qui sont perçus comme ennemis. Ce qui fait qu'on est dans une situation assez paradoxale où se combinent des débordements émotionnels qui sont réservés aux proches et une indifférence au lointain qui renvoie à la célèbre phrase de Le Pen « J'aime mieux ma sœur que ma cousine que ma voisine, et ma voisine que l'étranger, etc. » Donc, au fond, on est aussi dans la situation, il ne faut pas se cacher la difficulté, où l'agrégat, je parlais tout à l'heure de la métabolisation des colères, où l'agrégat des mécontentements disparates, des colères, des rages individuelles,
quelle que soit au départ leur légitimité, sont à la fois pris dans l'enfermement communicationnel des réseaux sociaux et infléchis par la captation populiste de la peur et du ressentiment. Alors, pour terminer sur une note moins, moins pessimiste, alors on sait que le monde de Trump, ou le monde selon Trump, a porté ces mécanismes à leur paroxysme. Mais on a vu aussi émerger, et je pense aux événements de Minneapolis, on a vu à Minneapolis émerger une véritable indignation. Indignation au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire par rapport au tort qui n'est pas forcément commis à mon égard, mais à celui qui est commis aux autres, à ceux qui sont mes semblables mais qui ne me ressemblent pas, évidemment les immigrés. Et il faut ici rappeler ce que disait Aristote, l'indignation, elle présuppose l'absence de tout intérêt personnel et elle implique la considération du tort ou de la violence, de l'injustice faite à l'autre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce type d'indignation a produit un mode de résistance qui a fait reculer le pouvoir trumpiste. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mode de résistance, à la fois a évité une confrontation violente qui aurait échoué étant donné le rapport de force, mais elle a investi aussi un certain imaginaire, ou elle a inventé des procédures qui relèvent d'un certain imaginaire de la lutte pour la justice. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé, ce mode de résistance était à la fois très loin du déferlement passionnel, de l'empathie qui aurait été totalement inefficace, et aussi, mais très loin aussi d'une raison abstraite qui se serait trouvée complètement inopérante ou inutile face à la violence du pouvoir. Et la leçon de Minneapolis, c'est on ne peut pas convertir immédiatement la violence en dialogue, comme on l'entend partout sur les chaînes de télévision. Il faut arrêter la violence, il faut remplacer la violence par le dialogue. On ne peut pas substituer immédiatement le débat au combat ou à la guerre. Par exemple, comme le disait Martin Luther King, on ne peut pas discuter avec quelqu'un pour qui vous n'êtes rien. Donc on ne passe pas comme ça immédiatement de la guerre. Je ne parle pas du conflit. Le conflit, la conflictualité démocratique, elle s'élabore entre des égaux et non pas. Elle n'oppose pas des gens qui sont tout et d'autres qui ne sont rien. Bon, c'est-à-dire que devenir crédible ici, ça suppose de modifier d'abord le rapport de force. Et ce qui est intéressant avec l'exemple de Minneapolis, c'est que les habitants, c'est une hypothèse que je formule, ont eu recours à une espèce d'espace intermédiaire où les stratégies ne relevaient ni du déferlement passionnel, ni de la raison abstraite. Ils ont inventé, par exemple, l'usage des sifflets pour signaler les interventions, des modes de résistance coordonnés, des concerts près des... Bon. Donc, j'aimerais terminer sur cet exemple positif pour montrer que tout n'est pas perdu et qu'il existe un certain imaginaire de la lutte, du conflit, de la résistance, qui repose sur le partage d'une sensibilité commune et qui donc a de ce fait des chances de s'intégrer dans le périmètre des affaires publiques. Mais toute cette réflexion
par laquelle j'essaye de déconstruire le problème traditionnel des rapports entre la raison politique et les passions. Toute cette réflexion, elle repose sur l'idée que la raison publique ne se réduit pas à une rationalité gestionnaire, administrative ou procédurale, et qu'il faut s'attacher à l'idée, il faut repenser la démocratie et s'attacher à l'idée qu'il existe un ethos démocratique qui, je dirais, engage une certaine manière de vivre et d'être ensemble. Il faut défendre envers et contre tout que la démocratie porte en elle l'horizon de sens de la coexistence humaine. Et que c'est à ce titre que, je dirais, le partage du sensible vient soutenir les conditions du débat public. Voilà, je vous remercie. Bon, on a l'habitude de se présenter quand on pose une question. Oui. Et là, ça sera facile, puisque en fait, je vais te tutoyer, Myriam, puisque nous sommes cousins, bien que nous ne soyons pas vus depuis presque 60 ans. Quand nous avions 20 ans, Myriam était l'épouse de mon cousin Maxence Revaud-Dallon. Bon, on passe sur les détails. Non, mais tu vas voir pourquoi je parle de... Ça me permet de dire pourquoi je vais te tutoyer. On ne pose que des questions générales. Oui. Alors, moi, je vais encore me présenter une fois. Je suis aussi un militant à Montpellier, depuis 1980 d'Amnesty International. Donc ça explique que moi, mes émotions, mes colères et mes révoltes contre les violations des droits humains, j'essaye de les lier à la progression du droit sur les droits universels, sur les droits humains. Et puis la troisième présentation que je vais faire de moi, c'est que effectivement, je suis aussi un professeur d'université émérite et qui a travaillé à l'interface entre sociologie et informatique. Et donc, je m'intéresse beaucoup au système d'intelligence artificielle générative. Voilà. Alors, mes deux questions, tu ne les as pas abordées, donc je trouve ça génial. Il y a tout un chapitre dans ton livre sur ce que tu appelles le processus de décivilisation. Oui. Pour nous faire comprendre, justement, quand ça coince entre émotion et raison. Et tu cites deux exemples, bien sûr, la Shoah et le génocide des Hutus au Rwanda. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que ce qui se passe en Israël avec le suprématisme juif, le racisme qui déborde dans l'État d'Israël, est-ce que pour toi, c'est aussi un processus de décivilisation? Ça, c'est ma première question. Bon. Je te laisse et j'en ai une autre. Je reviens... Pardon? Il y en a marre d'entendre toujours parler des Palestiniens. Bon, écoutez, je n'ai pas dans cette... Pardon, madame, je ne vous ai pas entendu. Je répète avec le micro, madame, on a marre de parler des Palestiniens. Bon, oui. C'est un mot que je n'ai pas prononcé, moi. Ce qui m'intéresse, c'était le suprémacisme juif, c'était pas les Palestiniens. Bon. Bon, écoutez, on va essayer de ne pas, sombrer dans ce genre de, comment dire, de polarisation affective. Et voilà, je vais revenir effectivement pour expliquer ce que c'est que le processus de décivilisation. Et puis, je ne m'engagerai pas sur la question de savoir si ce qui s'est passé à Gaza est un génocide ou pas. C'est une question qui est débattue et sur laquelle il y a et c'est une autre question que celle que j'ai posée ce soir. Donc, je ne veux pas m'engager là-dedans. Le processus de décivilisation, il a été utilisé, le mot de décivilisation,
a été utilisé pour la première fois par le grand sociologue Norbert Elias, qui a écrit cette œuvre absolument immense qui s'appelle « La civilisation des mœurs ». Et la grande idée d'Elias, de Norbert Elias, c'est que ce qui caractérise la dynamique de l'Occident, c'est un processus parallèle de, je dirais, de réduction de la violence et de l'agressivité entre les individus et un processus de formation de l'État moderne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parallélisme entre la construction de l'État moderne dont on sait qu'il retire aux individus l'usage de la violence privée, donc ce n'est pas justice tout seul, et c'est l'État qui détient, comme le disait Weber, le monopole de la force légitime, et pas de la violence légitime, puisqu'à partir du moment où l'État travaille avec des institutions qui canalisent la violence, l'agressivité, on parle de force et non plus de violence. Donc, il y a un double processus qui engage à la fois la diminution de l'agressivité des individus, la diminution effectivement de la violence. Elias dit, bon, la violence, elle existe toujours, mais elle est reléguée au fond des casernes, et qui permet une sorte de pacification des mœurs et du vivre ensemble. La seule fois où Elias a utilisé le mot de décivilisation, c'est à propos de l'Allemagne nazie. C'est à propos du nazisme. Et bon, je ne peux pas faire un exposé d'une demi-heure là-dessus, mais simplement, ce que Elias a voulu dire par là, que c'est au sein de l'Occident civilisé, et non pas du fait des barbares venus d'ailleurs, comme l'a dit après Renaud Camus, que s'est installée cette rupture civilisationnelle. C'est à la fois ce processus de décivilisation ou d'ensauvagement, on peut le traduire par ensauvagement, c'est un processus qui affecte à la fois qui manifeste à la fois un effondrement de la raison, un effondrement de la sensibilité et un effondrement des normes éthiques. Et ce qui est caractéristique, c'est que c'est à l'intérieur de l'Occident moderne civilisé qu'est advenue cette rupture. Donc la question que je me suis posée quand j'ai parlé de alors à partir de l'usage qui en a été fait par Renaud Camus et d'ailleurs par maintenant tout un tas de gens qui parlent de civilisation et de décivilisation sans savoir ce que ça veut dire, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il s'agissait il ne s'agissait pas d'un processus de décivilisation venu des invasions barbares. Et donc la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure nos démocraties sont-elles a priori protégées de ce type de rupture civilisationnelle. Alors, cette question de la rupture civilisationnelle, elle peut aussi bien se poser sur les réactions d'indifférence qui sont advenues 2 jours après le 7 octobre, où le 9 octobre, certains se sont mis à parler de génocide des Palestiniens alors que l'armée israélienne n'avait pas bougé encore et qu'il ne s'était absolument rien passé. Et donc on peut aussi s'interroger sur les réactions d'indifférence totale et d'oubli du code éthique par rapport à des victimes par rapport auxquelles on était indifférente, et on peut aussi la poser à l'égard de la rupture du code éthique que manifestent effectivement les suprématistes et l'extrême droite israélienne. Voilà. Et on peut aussi la poser à propos du trumpisme
On peut aussi la poser à partir de l'indignation sélective qui fait que maintenant, Gaza est devenu une sorte d'emblème général qui nous fait oublier ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe absolument partout dans le monde, et que toute discussion et que toute interrogation sur même la question de la décivilisation est immédiatement captée, non pas par des ressentiments populistes, mais par des émotions absolument incontrôlables et irraisonnées. Bonsoir. Alors, moi j'ai une autre question. Oui. Je voulais savoir dans quelle mesure les affects dont vous avez parlé et qui répondraient un peu à la définition qu'en donnait Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire une généralisation et une cohésion entre ces affects vis-à-vis du pouvoir en place, ils peuvent justement ébranler ce pouvoir et ces institutions et en créer d'autres, enfin en susciter d'autres formes d'institutions démocratiques toujours, mais davantage intégrant davantage les attentes et les affects de la population. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à se manifester dans les institutions telles qu'elles sont instaurées dans les pays en question, dans quelle mesure ces affects pourraient modifier la forme de ces institutions pour qu'elles soient plus adaptées à une démocratie moderne et progressiste. Je ne sais pas si je vous comprenais. Oui, mais si vous voulez, c'est la question que, si vous voulez, je n'ai pas, je n'ai pas de solution pratique, mais la question fondamentale que je me pose sur la manière de réfléchir au problème que vous posez, c'est au fond d'essayer d'essayer d'analyser je dirais les sociétés démocratiques comme des dynamiques qui intègrent d'une certaine... C'est-à-dire, il y a d'abord un problème de définition. Si on se contente de dire qu'une société démocratique, par exemple, c'est une société qui est caractérisée par des élections libres, et puis après par des élections libres et des modalités d'organisation du pouvoir, un président, un parlement, etc., eh bien, c'est comme on parle d'une coquille vide. C'est ça que je voudrais. On parle d'une coquille vide parce que l'élaboration du droit, il se fait aussi avec la construction de la justice. Et quand j'ai parlé du sens de la justice et de l'injustice, je faisais référence à des ressorts sensibles. C'est-à-dire que l'état de droit, qui est fondamental, ce n'est pas simplement une garantie abstraite. C'est une garantie abstraite qui est aussi fondée sur un certain nombre de valeurs, un certain nombre de normes qui assurent le libre développement de l'individu. Si vous vous contentez, par exemple, de définir la démocratie uniquement par des procédures formelles, eh bien, on aboutit à cette espèce d'extravagance qu'est l'expression de démocratie illibérale. Il n'y a pas de démocratie illibérale, il y a des régimes illibéraux, mais il n'y a pas de démocratie illibérale. Puisqu'une démocratie ou un régime illibéral, c'est celui où on élit un dirigeant, et après, le dirigeant qui prétend incarner le peuple fait absolument tout ce qu'il a envie de faire en s'attaquant à la séparation des pouvoirs, à l'état de droit, à la liberté d'expression, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous posez une question tout à fait pertinente, mais il existe, par exemple,
des dynamiques qui font, à partir du moment où, je prenais l'exemple de MeToo, hein, à partir du moment où le problème de la domination masculine n'est plus simplement énoncé comme un problème de violence faite aux femmes, de blessures individuelles, mais comme un problème politique, il rencontre à ce moment-là une nécessité institutionnelle. C'est-à-dire que ça élargit et ça enrichit la définition du politique. Ça devient fondamentalement un problème politique à résoudre. De la même manière, quand je parle de l'exemple de Minneapolis, la façon dont a été menée cette résistance permet, comment dire, une espèce d'invention qui permet de résister ou de trouver d'autres moyens de résister à un pouvoir arbitraire. D'accord. Bon. Si vous permettez, je pensais que au fur et à mesure que ces mouvements s'intégraient, comme vous dites, et permettent d'avoir une résonance politique générale. Oui, pas seulement une résonance, c'est un problème. C'est un problème politique. Même qui se pose au niveau mondial d'ailleurs. Oui, bien Donc sûr. ça pourrait faire bouger aussi non seulement les frontières, mais le droit international, etc. Oui, bien sûr. Ça peut aller très loin. Parce que hier, il y avait une émission, j'écoutais là sur la 2. Il y avait... Ah oui, d'accord. Oui, bonsoir et merci. Alors, vous parlez beaucoup, comme suite à Jean-Jacques Rousseau, quelque chose qui me parle beaucoup aussi, c'est-à-dire la vénalisation, c'est-à-dire que la politique et les valeurs publiques sont dominées par la logique de l'argent et des intérêts privés. Alors, avouons d'abord humblement que nous sommes tous prisonniers de l'argent. Nous sommes tous prisonniers de l'argent. Oui. En particulier, même les élites aussi. Hein. Et le problème, donc, est réel, concret et évident. Alors, comment sortir de ce problème fondamental et qui est à la base de notre civilisation? Comment en sortir sans mettre en route une révolution sociale, sans agir quelque chose, sans réfléchir vraiment à ce problème. Le problème actuellement que nous met dans la gueule Trump, il est tellement évident qu'il faut en sortir. Alors, il faut trouver là une révolution concrète et réelle. Et je vous demande de l'aide à ce niveau-là. Ah, mais moi, je suis... Moi, j'essaye de réfléchir. Je suis tout aussi démunie que vous en tant que citoyenne pour résoudre comment dire, Pardon ? On peut y réfléchir. Oui, bien sûr, mais c'est ce que j'essaye de faire à ma manière. On dirait qu'il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ? Alors, mais je vois pas très bien quelle question vous posez. Enfin bon, je vois très bien quelle question vous posez, mais je suis incapable d'y répondre, sauf par des vœux pieux. Bon. Merci Madame pour votre exposé très clair et très convaincant. Je voulais donner un exemple d'un affect qui a conduit à l'élaboration d'une politique publique. Dans les années 80, on a pris conscience que les victimes de la criminalité n'étaient pas suffisamment aidées, informées, écoutées. Et à la base, il y a eu des témoignages de personnes victimes. Je pense notamment à Mme Rudetsky pour les attentats terroristes, etc. Et cette prise en compte
de cet affect, de ce souci de l'autre, même si on n'est pas victime, soi-même, ça a donné lieu à l'élaboration d'une politique publique de l'aide aux victimes, qui était élaborée notamment d'abord lorsque Badinter était garde des Sceaux. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans cette politique publique d'aide aux victimes, de l'argent est venu financer des associations, certaines qui sont des associations d'aide aux victimes, formées de gens qui ne sont pas victimes, mais qui aident les victimes. C'est tout le réseau aujourd'hui qu'on appelle France Victime. Ici, c'est France Victime 34. Et puis, vous avez, avec plus d'affect, les associations de victimes qui se forment systématiquement lorsqu'on a une catastrophe collective, par exemple, et qui contribuent aussi à ce que soit élaborée une philosophie même, une réponse publique à ce problème. Voilà. Mais oui, c'est-à-dire que nous avons on a des tas d'exemples concrets de ce type, et vous avez tout à fait raison de dire qu'à partir du moment où ça rentre dans le périmètre des politiques publiques, il s'agit plus simplement, parce que vous avez parlé des victimes, il ne s'agit pas d'un processus de victimisation ou de processus de renforcement d'empathie à l'égard des victimes, mais d'un processus de généralisation qui permet précisément de sortir de la victimisation. C'est-à-dire, c'est un très bon exemple, et je crois qu'on peut l'appliquer à des tas au fond, d'exemples concrets. Et effectivement, on voit que il y a une multiplication comme ça de situations qui viennent très souvent, ça vient souvent de la société civile et qui parviennent à être portées au niveau des politiques publiques. Bon, donc je suis tout à fait d'accord avec cet exemple. J'aurais pu le prendre, je n'y avais pas pensé. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Dallon. Nous allons nous en tenir là et nous vous remercions toutes et tous d'être venus ce soir. On vous donne rendez-vous dans 15 jours avec l'anthropologue Frédéric Keck. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée.